Selon une étude très sérieuse du docteur McHouy, chef de notre département des statistiques dérangeantes mais difficiles à contester, un être humain passerait en moyenne 6 mois de sa vie à faire la queue pour des papiers, des tickets, des sandwichs triangles ou une autorisation de vivre. 27 jours à attendre son bus, son métro ou son TER supprimé pour des raisons techniques. 4 mois à fixer des feux rouges en espérant qu'il vire au vert par la seule force du regard. Et plus de 400 heures de sa vie à subir des pubs au cinéma avant que le film ne commence. Et ça, c'est sans compter le temps passé à attendre les gens en retard. À l'échelle d'une vie, on parle de plusieurs années entières dédiées à l'attente. Une vie à cliquer sur ignorer la pub dans 5, 4, 3, à suspendre nos vies pour des choses qu'on ne contrôle pas. En bref, on passe notre vie à attendre la pub, les feux rouges, les ascenseurs, les files d'attente. À attendre que la pluie s'arrête, puis que la pluie arrive. On attend le bonjour, puis on attend l'amour, puis on attend la mort. Et si on n'attendait pas? Et si frénétiquement, on allait droit au but? Sans détour, sans GPS, sans feu vert. J'ai donc décidé de vous conter 3 histoires de kidam qui ont décidé qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre. Pas le temps de niaiser, pas le temps d'avoir pas le temps. Numéro 1. Roméo en jet. Décembre 2020. La planète entière tourne au ralenti. Tout le monde attend. Un vaccin, un feu vert, une autorisation préfectorale tamponnée par Jésus lui-même. Notre héros s'appelle Dale McLogan, 28 ans, couvreur écossais, tête brûlée en rupture conventionnelle avec la logique. Quelques semaines plus tôt, sur un chantier sur la très fermée île de Man, Dale tombe sur une femme, une charmante locale. Le genre de meuf qui sent le risque et le gel hydroalcoolique. Ils s'échangent leurs contacts, des regards et des promesses. Puis il repart chez lui en Écosse. Les jours passent et les deux échangent frénétiquement. Visio, sexto, emoji pêche en rafale. Le mec vit littéralement à 2 doigts d'un AVC sexuel. Il dort avec son iPhone dans une main et un rouleau de sopalin dans l'autre. Ses baloches, 2 enclumes sous pression. Chaque FaceTime est un feu de détresse envoyé au ciel. Mais voilà, l'île de Man est fermée. Plus inaccessible que la culotte d'une nonne. Dale tente de revenir légalement, refusé, 2 fois. Alors il dégaine le plan Z. Il bondit hors de son lit comme un tolard le jour de la libération. Dale a la dalle et un putain de plan. Alors il enfile son plus beau slibard, celui avec les flammes sur les hanches et les coutures renforcées pour ses baloches. Il fonce droit chez le loueur de jet ski. Pas de permis, pas d'expérience, mais de l'amour et une batterie chargée à bloc. Objectif, 40 minutes de traversée. En vrai, 5 heures de souffrance aquatique. Pas de GPS, pas de carte, pas même un sandwich triangle ou une bouée canard. Juste la mer et ses grosses baloches. Les vagues le fouettent comme un CRS en manif. Le vent lui arrache les joues, son torse devient un meuble Ikea à monter sans notice. Mais Dale ne lâche rien. Il accoste à Ramsay, marche 25 km à pied jusqu'à Douglas, dégoulinant de sel et de désir. Il toque chez sa dulcinée, elle ouvre, elle sourit. Mission accomplie. Le lendemain, cueilli par les flics, jugé et condamné à 4 semaines de tôle pour avoir bravé les règles sanitaires. Mais 4 semaines, c'est quoi face à l'amour? Le grand. Celui qui te fait traverser un bras de mer en slibard fluo. La relation n'aura duré que 4 mois. 1 mois en cabane, 3 dehors, mais peu importe. Ce jour-là, Dale a niqué l'attente. Lui, il a foncé, droit au but, dans une mer glaciale, sur un jet ski, avec pour seule arme sa gaule de Spartiate. Une légende locale raconte que certains soirs de pleine lune, on peut entendre encore les clapotis des porces de Dale frapper l'océan. Certains marins jurent avoir croisé un sillage étrange, long, ondulant, parfaitement parallèle. Une sorte de couloir sacré dans la mer, laissé là par les bourses de Dale. Numéro 2. Larry Walters, l'homme qui ne voulait plus attendre. 2 juillet 1982, San Pedro, Californie. Larry Walters, 33 ans, camionneur à temps plein, lunettes d'aviateur vissées sur le nez depuis sa plus tendre enfance, rêve d'une seule chose, devenir pilote d'avion. Problème, sa vue est jugée insuffisante, une vraie taupe. À chaque test médical, les autorités le recalent gentiment. Mais Larry, ça fait longtemps qu'il attend. Trop longtemps. Et ce jour-là, il a décidé que c'était fini. Alors au lieu d'accepter la sentence et de rejoindre la longue file d'attente des rêves brisés, Larry se lève un matin avec une idée qui lui semble être parfaitement logique. S'attacher à une chaise de jardin avec 45 ballons gonflés à l'hélium. Plan en béton armé. Larry prépare minutieusement son expédition. Installé sur sa chaise en aluminium, solide mais pas trop, confortable mais pas vraiment, il coupe la corde qui le relie au sol. Larry pense monter tranquillement à une trentaine de mètres d'altitude, juste de quoi admirer son quartier en sirotant une Budweiser. Sauf que Larry ne monte pas à 30 mètres, non, il grimpe encore et encore. À croire que les ballons ont sniffé de la coke, Larry monte dans les airs sur sa petite chaise jusqu'à atteindre 4600 mètres d'altitude. C'est haut, très très haut. Tellement haut qu'il croise 2 avions commerciaux, imagine la tête des pilotes. Après 45 minutes d'aventure aérienne à contempler Los Angeles depuis son trône en alu, Larry décide qu'il serait peut-être judicieux de commencer à redescendre. Et comment fait-on pour redescendre quand on est perché à 4600 mètres sur une chaise pliante? Eh bien Larry, il est très pragmatique comme garçon. Alors il dégaine sa carabine à plomb et commence à shooter les ballons. Ça prend un petit peu de temps vu qu'il est miro comme une taupe, mais il parvient à en dégommer quelques-uns. Vous imaginez la gueule de la réunion avant le décollage? Et là, bim, grâce au ballon, je m'envole. Ouais, pas mal, mais comment tu vas redescendre? J'y avais pas pensé. Tu pourrais dégommer les ballons avec un flingue. T'es un putain de génie, mec.
Bref, notre héros perché à 4000 mètres d'altitude dégomme quelques ballons, mais comme c'est jamais simple avec Larry, il lâche accidentellement son fusil. Petite pensée émue pour le gars au même instant qui recevait la visite inattendue d'une carabine à plomb sur sa pelouse. Heureusement pour Larry, qui est littéralement bloqué dans le ciel, les ballons commencent à perdre doucement de l'altitude. Larry se pose alors finalement, non sans mal. Il atterrit dans des câbles électriques à Long Beach, coupant momentanément l'électricité du quartier entier. Mais miracle, il s'en sort indemne. La police médusée lui demande alors pourquoi il a fait ça, et Larry répondra quelque chose de très classe, parce qu'on ne peut pas rester assis toute sa vie à attendre. Larry Walters s'est évidemment retrouvé face à la justice parce que bon, on peut pas croiser les avions commerciaux à 4600 mètres en chaise de jardin sans attirer un minimum d'attention. Initialement condamné à 4000 $ d'amende pour avoir piloté un aéronef non identifié sans autorisation dans une zone aéroportuaire, Larry a fait appel. Finalement, le juge, probablement ému par tant d'audace ou parce qu'il trouvait l'affaire trop surréaliste pour être sévère, a réduit l'amende à 1500 $. Moralité, parfois réaliser un rêve ne tient qu'à un fil. Alors pourquoi attendre que quelqu'un vous autorise à le faire quand vous pouvez, tout simplement, couper la corde vous-même? Numéro 3. Werner Herzog, l'homme qui a marché plus vite que la mort. Je suis pas très sûr de la prononciation, mais on va partir sur Werner. Novembre 1974. Munich. Werner Herzog, 32 ans, réalisateur allemand au regard intense et à l'obstination légendaire, reçoit un appel. Mauvaise nouvelle, son ami et mentor, la célèbre critique de cinéma Lotte Essner, est gravement malade à Paris. Les médecins sont formels, c'est la fin. Elle va passer l'arme à gauche et rejoindre Pipou. Pipou, c'est mon chien, qui est au paradis des chiens aujourd'hui. RIP Pipou. Bref, n'importe quel humain standard aurait pris son téléphone, envoyé une lettre de réconfort ou préparé son plus beau costume noir pour les obsèques. Mais Herzog, c'est Herzog. Un homme dont le cerveau a probablement été assemblé par Kubrick sous acide. Un homme qui bouffera sa propre godasse quelques années plus tard en la cuisinant, après avoir perdu un pari. Pour lui, attendre que son ami meure, c'est hors de question. Il refuse catégoriquement. La mort elle-même devra patienter. Parce que Herzog décide, tout simplement, de partir à pied pour Paris. 750 km à pied. Munich-Paris en novembre. Et je peux vous dire que dehors, ça meule. On parle d'un hiver glacial. Pas de train, pas d'autostop, même pas de blablacar. Juste ses pieds, une boussole, un sac léger et un petit carnet noir. Herzog part en ligne droite, littéralement. Et il traverse tout. Les champs recouverts de givre, les forêts et même les sangliers qui rebroussent chemin face à la détermination de l'Allemand. Son raisonnement est simple, limpide. Si je marche, elle ne mourra pas. Bon, scientifiquement, c'est un peu flou. Et quand t'es Herzog face à toi, tu discutes pas, tu te tais. Il t'attend de voir si la mort osera vraiment le contredire. Pendant 3 semaines, il avance d'un pas décidé, intense. Une marche qui ressemble plus à une négociation musclée qu'à une balade bucolique. Il note tout dans son carnet, une écriture sèche, pragmatique. Pas de poésie, pas de blabla, juste des faits. Comme un mec qui fait un bras de fer avec la mort et qui marque les points. Parfois Herzog dort à même le sol. Il mange ce qu'il trouve. Des trucs aussi douteux que la filmographie de Nicolas Cage. Il endure la pluie glacée, le vent mordant et les ampoules aussi grosses que les bourses de Dale sur son jet ski. Mais jamais il ne ralentit. Après 21 jours, Herzog entre enfin dans Paris. Le visage buriné tel Clint Eastwood en lendemain de cuite. Les jambes en mode spaghetti al dente. Un Allemand déterminé dans les rues de Paris. Ça a dû rappeler des mauvais souvenirs aux plus anciens. Herzog finit enfin par arriver chez son ami. Épuisé, mais vivant. Son amie Lotte, vivante, elle aussi. La mort ce jour-là avait sagement attendu. Herzog raconte tout ça dans son livre Sur le chemin des glaces. Certains diront qu'il était juste fou allié, mais je préfère dire qu'il était fou de courage, de détermination, d'amitié. Un mec qui a mis la mort dans la salle d'attente du destin, en lui murmurant calmement, bouge pas, on va discuter dans 750 km ma grande. Je sais pas si vous réalisez, mais ça représente 36 bornes par jour à une allure moyenne de 4 à 5 km/h. Herzog c'était littéralement une mobilette humaine. Enfin, une mobilette, pas ouf non plus. Plutôt une vieille moto bécane rouillée qui broute dans les montées et qui fume noir dans les descentes. Mais elle avance, bordel. Sachant que le mec allait continuellement en ligne droite, entre jambant des rivières et s'égratignant les baloches sur les clôtures des jardins, mais rien ne l'arrêtait. Quant à son amie Lotte, grâce à cette balade champêtre, elle aurait gagné du rab, et pas qu'un peu. 9 années. 9 années, c'est un sacré rab. Je pense qu'il y a eu Micmac au téléphone. Allô, Herzog? Oui. Écoute-moi bien, j'ai quelque chose à te dire, tu dois m'écouter, mais alors jusqu'au bout, c'est vraiment très important. D'accord. Je vais mourir. Allô, Herzog? Je voulais dire, je vais mourir dans 9 ans. Herzog? Oh purée. En novembre 83, Lotte passera définitivement l'arme à gauche et rejoindra Pipou au paradis. Enfin, Pipou la rejoindra un peu plus tard parce qu'il est dead dans le game quand même bien plus tard. Mais j'espère qu'elle te fait plein de caresses là au Pipou. Lotte vivra assez longtemps pour contempler encore quelques levées de soleil, déguster du bon café et voir son pote Herzog bouffer sa propre chaussure en public avec un peu de persil après avoir perdu un pari. Et ça n'a pas de prix. Errol Morris, mon pote, écoute-moi bien, si tu as réussi à finir ton foutu film, ce qui n'arrivera pas vu que t'es aussi efficace qu'une tringle à rideau sans rideau, moi, Werner Herzog, je te jure sur tout ce que j'ai plus de sacré, que je graillerai ma propre godasse devant tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Et si on devait retenir une chose de ces 3 récits, c'est qu'au fond, attendre c'est un choix. Parfois on attend parce qu'on nous a appris à attendre.
parce qu'on pense que c'est sage et raisonnable. Mais la vie, elle n'a rien de raisonnable. Ce que nous montrent Dale, Larry et Werner, c'est que la vraie audace, celle qui fait bouger les lignes, elle commence toujours par un refus. Le refus d'attendre qu'on nous donne l'autorisation. Le refus de voir nos rêves moisir au fond d'une file d'attente. Alors oui, parfois ça nécessite un jet ski volé, une chaise de jardin ou une marche forcée en plein hiver. Mais surtout, ça nécessite une chose qu'aucune autorisation ne pourra jamais nous donner, le courage d'agir. L'attente n'est jamais une fatalité, c'est juste un silence qu'on remplit avec ce qu'on veut, parfois avec du vide, parfois avec de l'audace. À vous de choisir comment meubler le silence. Et comme le disait si bien notre ami Larry, parce qu'on ne peut pas rester assis toute sa vie à attendre. Alors foncez. Quant à moi, je crois que mon chauffeur vient d'arriver, et je crois que j'ai officiellement niqué la CIA. Merci, et surtout, abonnez-vous si vous avez kiffé, d'autres trucs vont pas tarder à sortir. Voilà, salut.